Bien, mais écoutez, d'abord bonsoir à nouveau. Donc effectivement, je suis là à l'invitation d'Emmanuel que je connais peu. C'est plutôt mon épouse qui le connaît, donc donc il m'a fait signe à plusieurs reprises, mais les dates n'étaient pas possibles. Donc je suis content d'être là un vendredi soir. C'est presque plus facile. Donc comme ça a été dit, j'ai effectivement 53 ans. Donc je suis déjà presque vieux, c'est ce que me disent mes enfants. Et il se trouve que j'ai de nombreux enfants, parce que j'en ai 6, et que, dont certains que tu connais, puisque nous habitions à Lyon jusqu'à à peu près 2 ans, et donc il se trouve que mes enfants étaient dans la même école primaire, à Saint-Joseph-des-Brotteaux, à Lyon, dans le 6e. Donc je suis venu vous parler, je vais essayer de... J'ai pas fait de plan, j'ai rien préparé, enfin un petit peu intellectuellement, mais je vais essayer de vous partager un peu sur la thématique qui a été évoquée. D'abord pour vous dire que, là aussi pour me présenter, je savais pas du tout quand j'étais jeune étudiant, moi j'ai fait une école de commerce et puis une maîtrise de gestion après, à Dauphine, et j'avais absolument aucune idée de ce que j'avais envie de faire dans ma vie. En fait, j'ai plutôt procédé par élimination de ce que j'avais pas envie de faire. Voilà. Donc, finalement, j'ai pensé que c'était presque le côté plus facile, mais mon papa était plutôt dans le domaine du droit. Et puis, j'étais élevé essentiellement par mon père, parce que j'ai perdu ma maman très jeune, quand j'avais 10 ans. Donc, je n'avais pas beaucoup de présence féminine. Je suis d'une famille de 3 garçons. Donc j'ai d'abord éliminé tout ce que j'avais pas envie de faire et la liste était super longue. Et puis je me suis orienté finalement vers des études assez courtes parce que je me sentais pas de faire médecine. D'abord je déteste le sang. J'avais plutôt envie d'aller assez vite dans la vie active, pas spécialement pour gagner ma vie au sens classique du terme, mais j'avais un peu assez vite envie d'être confronté à la vie de l'entreprise. Et s'il y a vraiment quelque chose qui remonte assez tôt chez moi, c'est l'envie d'entreprendre. Et je dois vous dire que je suis donc chez Carrefour depuis à peu près 18 mois. Et c'est pratiquement la première fois de ma vie que je suis simplement salarié. J'ai toujours, ou presque toujours, été dirigeant, actionnaire, co-dirigeant, co-actionnaire. Et donc j'ai toujours eu un engagement en fait dans la vie professionnelle qui a toujours été un mélange entre je travaille, je suis rémunéré pour travailler, mais j'ai surtout un intérêt, une envie de construire en étant impliqué, y compris financièrement dans la vie d'entreprise. J'ai donc commencé très tôt, quand je suis sorti de l'école, j'ai eu très vite envie de travailler dans une petite entreprise. Et pour moi, c'est un des tout premiers éléments assez fondamental dans ma vie, c'est-à-dire que dans les écoles de commerce ou autres, on vous apprend assez vite de savoir c'est quoi la compta, c'est quoi la finance, c'est quoi la RSE, c'est quoi le marketing, etc. Tout ça, je trouvais ça assez passionnant, mais je ne trouvais pas le fil conducteur de tout ça, et je n'avais juste pas du tout envie d'être simplement un pion tout seul dans une entreprise, et j'avais surtout envie de sentir la continuité de ce que mon rôle pouvait apporter dans l'entreprise. Et donc j'ai fait le choix de partir très vite, quasiment dès mon premier stage. J'ai fait le choix de partir très vite dans une entreprise de taille petite, et dans une entreprise qui était une entreprise de textile. Textile, c'est-à-dire qu'il y avait une trentaine de salariés qui étaient 100% des femmes, et on faisait de la broderie, en l'occurrence, donc un métier assez ancien. Donc on pourrait se dire, tiens, il a fait une école de commerce, un truc de gestion haute, puis j'ai travaillé dans une entreprise de broderie de 30 personnes. Et en fait, clairement, mon envie, c'était de savoir assez vite comment une entreprise marchait, les clients, les fournisseurs, les banquiers, les actionnaires, les galères, l'inspection du travail, les relations sociales, pour n'ayant à ce moment-là pas du tout envie d'être catalogué dans simplement Benoît, il est dans je sais pas quoi, la finance, et puis il a un collab sur je sais pas quoi, tel ou tel élément de la finance. Ça m'intéressait assez peu. J'avais plutôt envie de découvrir ce qu'était une entreprise. Et puis il se trouve, cette entreprise, j'ai eu quelques mois après être rentré dans cette boîte, j'ai eu l'opportunité de la racheter. Et comme j'avais pas un rond, j'ai demandé à mon papa s'il voulait m'en prêter un peu. Et puis je suis allé voir un banquier. Et puis finalement, oui, quasiment à 21 ans, j'ai racheté cette première entreprise.
Une expérience absolument formidable. Et comme l'entreprise marchait bien, elle travaillait en 2/8, puis après elle a travaillé en 3/8, ce qui fait que moi je travaillais aussi assez souvent 2/8 ou 3/8. Je devais gagner, je sais pas, 5000 francs, je crois, à l'époque. C'était un truc qui vous ferait rigoler maintenant. 850 euros. Et j'avais l'impression d'être super riche. Et surtout, j'étais extrêmement enrichi des relations qui étaient en train de se nouer dans l'entreprise parce que même si la boîte était une boîte en développement, j'ai vraiment pris conscience à ce moment-là que tous les gens qui venaient travailler, ils venaient un peu pour le plaisir, mais ils venaient surtout par nécessité. Et que donc la responsabilité de l'entrepreneur que j'étais, du chef d'entreprise que j'étais, ultra jeune, hein, je devais être le plus jeune de la boîte, c'était tout à fait essentiel parce que je devais inspirer, d'abord confiance, inspirer un peu la stratégie, inspirer les clients de venir se rapprocher de nous, faire partager l'expérience. Bref, une entreprise de petite taille avec très peu de salariés. On est monté à une 60aine de salariés. Mais une entreprise qui devait être très... où la relation sociale était très facile, parce que c'était facile de dire bonjour à tout le monde tous les matins, puis au changement d'équipe toutes les après-midi, et voir en fin de soirée, après le dîner, aux équipes du soir. J'ai adoré faire ce métier. Simplement, j'étais dans un domaine dans lequel, très vite, j'ai compris que les clients étaient en train de me dire c'est super ce que tu fais, Benoît, mais tu sais, en fait, on va partir en Tunisie. En fait, le textile, c'est plus la France, c'est des pays à niveau salarial plus faible. Donc, il faut vraiment que tu t'y prépares, il faut vraiment que... Voilà. Et donc, j'ai finalement, au bout de 2 ans, 2 ans et demi, j'ai eu l'opportunité de céder cette entreprise à mes clients, en l'occurrence à 2 de mes clients, qui ont décidé de sous-traiter, on va dire, dans des pays à main-d'œuvre moins chère, une partie des travaux, et de garder en France les travaux un peu plus nobles, dont la broderie qui était le métier de cette entreprise. Et donc, et ma place dans ces cas-là n'était plus de rester, elle était d'accompagner la sortie. Donc j'ai finalement assez vite, à 24 ans, appris qu'une entreprise, ça pouvait se prendre, s'animer, se diriger, nouer des relations, mais que aussi il fallait savoir, pour le bien des collaborateurs qui étaient, partir et aller faire autre chose. Et l'autre chose après pour moi, ça a été de racheter une entreprise, et c'était une expérience très 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 marquante chez moi, une entreprise de pâtisserie industrielle. Et alors, ne cherchez pas le lien entre la pâtisserie industrielle et la broderie. Il se trouve simplement que, ayant vendu cette entreprise, j'avais un peu plus d'argent. Et en fait, un des copains de mon père cherchait un partenaire pour développer une entreprise un peu nouvelle, et qu'il voulait quelqu'un de plus jeune et qui soit très complémentaire à lui. Et à l'époque, j'avais donc 25 ans, et donc je me suis dit, tiens, c'est finalement une bonne idée, c'est un gars que j'aime bien, il s'appelait Jacques. Et je suis parti donc en rachetant une pâtisserie industrielle en Bretagne, puis en créant un centre d'importation de pâtisserie industrielle en Lorraine, puis après en rachetant une 3e entreprise de pâtisserie qui fabriquait des macarons à côté d'Orléans. Le point le plus marquant dans cette étape-là, c'est la rencontre des hommes. En fait, il n'y avait aucune préméditation dans mon esprit d'aller travailler dans la pâtisserie industrielle, pas plus que dans le textile. Mais il se trouve que la première boîte textile, j'ai rencontré un homme qui m'a dit assez vite, moi j'en ai marre. Il venait d'être amoureux à 45 ans, il avait envie de partir avec sa nouvelle femme, de vendre sa boîte, et donc c'était une rencontre humaine. Puis le deuxième, c'était Jacques, le copain de mon père, il avait le même âge. Et lui, il s'était fait shooter de sa boîte dans laquelle il était, c'était pourtant un expert de son métier, mais problème de conflit d'actionnaires, et donc il avait décidé de partir. Et donc ces 2 étapes, puis j'en ai eu plein d'autres après, d'exemples, de gens qui sont venus sur ma route, sur mon chemin, et avec lesquels j'ai eu la chance de beaucoup échanger, partager. Et vraiment, je trouve un premier message, c'est vraiment de dire il faut qu'on soit, vous, moi, toujours très, très à l'écoute d'un certain nombre de ces opportunités, de ces rencontres, que Providence nous met sous les pas, sous les yeux, et de gens avec lesquels on a envie de faire quelque chose. En fait, on grandit vraiment par les autres, et ces autres, ça peut être ses collaborateurs, ça peut être vraiment ses actionnaires, ça peut être ses partenaires ou ses associés.
Et en l'occurrence, Jacques, j'étais associé avec lui. Puis ce fameux Jacques, au bout de 8-10 mois, il a fait un énorme problème de santé, un infarctus, et il est devenu paralysé de la moitié du corps complet. Le cerveau marchait à peu près bien, un peu sous courant alternatif, mais d'un seul coup, il est devenu totalement paralysé. Et je me suis retrouvé à 26, 27 ans, à la tête d'une boîte où il y avait 3 sites, 3 locaux, 3 trucs. J'ai dû faire 140 000 km par an pendant 3 ans, aller voir des clients, à chercher à racheter des boîtes, à développer le business. Un peu seul, beaucoup seul, c'est-à-dire à ce moment-là une vraie solitude du chef d'entreprise. Il n'y a pas que les chefs d'entreprise qui sont solitaires, mais là on est un peu confronté à sa vie de façon un peu forte, il faut s'occuper un peu de tout. Et néanmoins un réconfort sur le succès, c'est-à-dire c'est vrai que quand on peut marquer quelques points de satisfaction, de réussite au fur et à mesure, ça a vraiment été une formidable aventure. Et puis, j'ai fait d'autres choses après, parce que je trouve que j'ai revendu une partie de cette entreprise, et puis que je suis allé me balader un peu aussi autour du monde pour voir un peu à quoi ça ressemblait, parce que j'étais resté un peu franco-français, si ce n'est pendant mes études où j'avais voyagé. Et puis, j'ai recréé une autre entreprise dans le domaine de la franchise qui vendait des produits d'Irlande, ça s'appelle les Comptoirs Irlandais, c'est une petite chaîne de magasins que j'ai créée, développée, et que j'ai vendue à mes salariés quelques années après. Là encore, rencontre humaine, opportunité, pas d'attachement spécifique à l'entreprise en tant que telle, mais attachement aux hommes qui la constituent. Je suis resté actionnaire, ils ont mis 10 ans à me payer ma boîte, mais c'était pas grave, c'était pas mon sujet majeur. Je suis pas très attaché à l'argent en tant que tel. Je suis attaché au sens où c'est sympa d'avoir un minimum de réussite et de pouvoir donner à manger à sa famille, à ses enfants, mais je suis pas dans une course éperdue à je sais pas quoi, l'enrichissement, la visibilité de telle ou telle richesse. Je dois avoir à peu près le même scooter que vous au bord de la route là, donc voilà, je m'en fous un peu. Après, je suis content de partir en vacances, mais c'est pas ça c'est pas mon moteur principal. Même si je dois reconnaître que l'argent est un élément de sanction de la réussite et surtout un élément de sanction de l'échec, parce que quand ça plante et qu'on est chez l'entreprise, en général, c'est sûr, c'est bien propre qu'on vient vous chercher. Donc il faut avoir un certain détachement pour être capable d'entreprendre. Et il faut savoir que l'argent est un facilitateur dès l'instant qu'on n'en est pas l'esclave. Et on est dans une société qui est très matérialiste. Donc on est vite assez esclave de l'argent. J'accélère un peu, mais après, ma vie professionnelle m'a donné l'occasion d'être associé et dirigeant d'une entreprise de distribution de produits bio, La Vie Claire. Et ça a été une très belle... ça a duré 17 ans, c'était une très très belle histoire. Je me suis associé avec 2 personnes, une personne bien plus âgée que moi et une personne un petit peu plus âgée que moi, pour reprendre une boîte qui était en faillite. Ça valait plus rien, on l'a acheté 1 franc, enfin 1 euro. Elle avait appartenu à Bernard Tapie, qui avait fait quelques frasques avec, il avait sponsorisé une équipe de vélo, puis après il était parti un peu par la casse-prison. Et donc moi je l'ai racheté avec mes 2 partenaires. Et on a racheté une boîte clairement pour la sauver, mais en se disant qu'elle avait un certain potentiel parce qu'elle était bien connue. Et là, ça a été une époque formidable de construction d'entreprise. Elle avait, à l'époque, quand on l'a rachetée, c'était en 2002, elle avait 50 salariés. Et quand je l'ai quittée en 2018, donc 16 ans après, il y avait 1000 collaborateurs. Quand je suis arrivé, il y avait 30 magasins, il y en avait 360 quand je suis parti. L'entreprise faisait 6 millions de chiffres d'affaires, elle en faisait, quand j'ai quitté, 350 millions. Bref, c'est une super success story. Et vraiment qui apprend une seule chose, vraiment une seule chose. D'abord, on ne réussit pas tout seul. On réussit vraiment en emmenant l'ensemble de l'équipe, parce que bien sûr que quand l'entreprise au début perdait beaucoup d'argent. Quand je dis beaucoup, elle faisait 6-7 millions de chiffre d'affaires, mais elle perdait 2,5 millions d'euros par an. C'est-à-dire que moi, pendant 2 ans, je ne me suis pas payé, et tous les mois ou tous les 2 mois, il fallait que je refasse un chèque de mon compte personnel, et mes associés aussi, pour faire que l'entreprise ne s'arrête pas. Donc il faut y croire. Et des fois, c'est pas marrant, donc ça interroge sur... pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que j'aurais mieux fait de rester confortablement dans telle ou telle structure dans laquelle j'étais avant? Mais on était convaincus que ça allait marcher, mais enfin, on a perdu beaucoup plus de fric que ce qu'on pensait. Puis après, on est remonté bien plus vite que ce qu'on pensait aussi. Donc ça a appris quoi? Ça a appris d'abord
Le fait que l'interdépendance d'un patron vis-à-vis de ses collaborateurs, quel que soit le niveau, est ultra importante. C'est-à-dire que l'attention aux autres, quel que soit leur niveau hiérarchique, et quand il y a 1000 personnes à la fin, bien sûr qu'il y a des niveaux hiérarchiques, il y a des gens très bien formés, très intelligents, puis il y a des gens qui sont très peu formés, mais qui ont un instinct assez génial, puis il y a des gens, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des choses compliquées, il y a des relations, il y a tout ce qu'on veut, des syndicats ou pas, en l'occurrence moi j'en avais pas, mais souvent il y en a. Et ça apprend vraiment le fait qu'on peut réussir un projet que si on emmène l'ensemble de l'équipe, et que par contre, ce que très souvent ces collaborateurs jugent, c'est le fait que vous conserviez, quand vous êtes responsable d'une boîte, des gens qui sont moyens, ou pas bons, ou mauvais. C'est-à-dire que je trouve que la première responsabilité qui est la sienne, c'est de dire vraiment la vérité le plus souvent possible. Et la deuxième chose, d'être capable de s'imposer à soi-même ce qu'on impose aux autres. Ça s'appelle l'exemplarité, hein, par exemple. C'est-à-dire... on ne vient pas pour jouer au golf, on ne vient pas après les autres, on ne part pas le premier, enfin des petites choses toutes simples, mais si on veut motiver tout le monde, c'est comme ça que ça marche. On dit bonjour. Je vous ai dit bonjour à chacun tout à l'heure, je n'ai pas retenu vos prénoms ou vos noms, mais je trouve que c'est normal de dire bonjour aux gens. Et surtout quand on est une dizaine, une quinzaine comme ce soir, c'est facile. Bon, quand on est 1000, on ne dit pas bonjour aux 1000, c'est certain, mais ça fait partie, je pense, des règles de vie qui sont tellement rares que quand on le fait, et c'est finalement très peu d'efforts, ça marche. Parce que les gens, tout de suite, c'est pas fin, il faut le faire de façon sincère, mais je pense que les gens à qui vous vous adressez, tout de suite, ils prennent confiance et ils vous montrent un visage bien plus agréable. La deuxième chose, ou troisième, je ne sais plus où j'en suis, et de ce que j'ai beaucoup appris, c'est que on emmène aussi ses collaborateurs dans un projet. Ça veut dire qu'il faut communiquer. Quand la boîte va pas bien, quand le projet de vie va pas bien, il faut le partager. D'abord, parce que tout seul, c'est juste infernal, c'est un coup à devenir fou. Et à l'inverse, quand ça va pas bien, puis quand ça va un peu mieux, puis quand ça commence à devenir plus intéressant, en fait, on peut emmener des équipes, et des équipes nombreuses, dans une vraie motivation, parce qu'on partage avec eux là où on en est. Alors il y a des entreprises dans lesquelles ils partagent tout, du salaire du patron jusqu'au salaire de l'ouvrier qui fait le nettoyage. Il y en a d'autres qui partagent parce que c'est juste une feuille d'information, une note qui dit où est-ce qu'on en est. Voilà, chacun fait comme il veut, comme il peut. Moi je pense qu'il faut absolument travailler sur justement cette exemplarité de comportement, cette sincérité dans la façon de dire bonjour, au revoir et merci, et puis le partager dans un projet commun qui emmène tout le monde. Et on peut emmener tout le monde quand on est dans un projet. Vous êtes les uns et les autres en études, dans des associations, dans un truc de sport, de la danse, ou peu importe. On emmène quand on est sincère et quand on partage. Mais aussi quand on partage aussi les difficultés, parce que si c'est que pour partager la glace à la vanille, ça suffit pas. Il faut aussi être capable de partager quand d'un seul coup, c'est plus compliqué, l'univers change, l'économie change. La RATP fait la grève, embête les voyageurs comme Emmanuel et comme moi ce matin, etc. C'est la même chose. Il faut être capable de partager. Donc vraiment, moi, c'est aussi il ne faut pas hésiter à être vous. Et quatrième chose, je pense vraiment que c'est essentiel. Vous qui allez demain rentrer dans la vie active ou après-demain, surtout ne faites aucun compromis avec vos valeurs. Aucun compromis avec vos valeurs. C'est essentiel. Vous détestez quand on vous raconte des salades, ayez le courage de dire mais là je comprends pas, il me semble qu'on me raconte des salades. Ne faites pas de compromis. Vous grandirez avec les gens qui vous entourent et vous ferez aussi grandir ceux qui vous entourent en restant assez figé sur vos valeurs. Vous pouvez avoir des valeurs de travail, des valeurs d'ambition, des valeurs sportives, des valeurs... On peut les placer où on veut. On les trouve... On peut croire à la religion, ne pas y croire, tout ça, tout marche. Mais simplement, vous savez, on parle souvent de problématiques de comportement, de corruption, voilà. Je crois que la vraie limite, c'est est-ce que je suis en accord avec mes valeurs ou est-ce que je commence à ne plus être en accord avec mes valeurs. Et si je suis plus en accord avec mes valeurs, dans l'entreprise dans laquelle vous serez, dans l'institution, dans la profession qui sera la vôtre, surtout barrez-vous. On ne peut pas
transiger avec ces valeurs, surtout quand elles sont importantes. Par contre, on est dans un travail de groupe. Ça veut dire aussi qu'il faut accepter qu'on n'a pas toujours raison. Et quand on est tout seul entrepreneur, on peut se dire, je décide ce que je fais. D'ailleurs, je suis devenu entrepreneur parce que je voulais faire ce qui me plaisait. Ça ne dure pas très longtemps. Parce que même quand on est en famille, on a les parents qui nous disent, machin, pourquoi tu fais ça? Tu fais chier, mets la table. Puis après, c'est, dis donc, t'as travaillé, et t'en es où de ta révision d'examen? Puis après, quand on est en entreprise, on a son chef qui dit, dis donc, tu me rendras ce travail pour demain, et puis. Par contre, on n'est pas obligé de tolérer qu'il vous embête le samedi, le dimanche, que chacun a sa vie et qu'il faut absolument respecter. On ne marche bien que si on est équilibré. Et effectivement, cet équilibre, je pense que c'est important de savoir ce que chacun d'entre vous a envie de faire dans la vie. Il y en a qui rêvent d'avoir une chérie ou un chéri, de fonder une famille. Là aussi, il ne faut pas transiger avec ses envies. Attendez pas que votre employeur vous dise, bon, c'est bon, enfin, vous le dira jamais, fais un gosse si tu as envie de faire un gosse. Il faut faire ses enfants quand on a envie de les faire. Moi, j'ai de la chance, j'en ai plein, et ça s'est passé comme ça. La famille, c'est essentiel pour être capable de construire. Alors, il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Parfois, la famille, c'est un noyau ultra restreint. Puis parfois, c'est bien plus élargi. Et moi, je vous conseille vraiment, parce que je pense que très souvent, surtout nous, les hommes, les mecs, on a un peu de pudeur. C'est-à-dire que partager ses sentiments sur sa vie professionnelle ou sur ses hésitations, sur ses angoisses, c'est bon pour les filles. Puis les filles, c'est dommage parce que, au contraire, quand on est en couple, c'est génial de pouvoir partager avec son tandem, son binôme, ce que sont ses sentiments, angoisses ou certitudes. Et moi, j'ai été très interpellé par mes enfants, je vais vous le dire. Par mes enfants, parce qu'il y a quelques mois, quand j'ai pris la décision un peu forcée de quitter Lyon et de quitter la vie claire que j'adorais. Clairement, je voulais évoluer dans cette entreprise et où la faire évoluer, évoluer en actionnariat, évoluer en autonomie de direction et d'avenir de l'entreprise. Et puis mes partenaires, eux, n'avaient pas cette envie-là au même moment que moi. Et donc on s'est quittés. Il y a toujours un côté un peu brutal dans une séparation quand on a travaillé pendant 17 ans dans une boîte et qu'on a largement fait grandir. Et à ce moment-là, c'était bien sûr c'était à la fois une douleur et à la fois une porte qui s'ouvre vers autre chose. Et moi, quand j'ai donc changé, je suis devenu donc à 52 ans, j'ai quitté Lyon où j'étais depuis 23 ans. J'ai quitté la vie claire que j'avais largement aidé à se redévelopper et à foncer. Et puis, j'ai quitté mes engagements. Et il se trouve qu'à Lyon, vous avez la gentillesse de dire que j'étais président de Natexpo, mais j'étais aussi président d'un groupe de protection sociale qui s'appelle Apicil, qui fait 3,5 milliards de chiffre d'affaires et qui emploie 3500 salariés. Je faisais ça bénévolement, en plus de mon boulot. J'étais administrateur d'une banque. Bref, j'avais plein d'autres mandats, parce que moi, je suis un peu boulimique de boulot et que j'ai aussi besoin, à côté de ce que je fais au quotidien, j'ai besoin de choses qui me nourrissent. J'ai besoin d'apprendre d'autres choses et de côtoyer d'autres gens. Et donc, ce qui était génial quand j'ai dû changer de profession, d'un seul coup, je suis devenu parisien, je suis devenu salarié, et puis j'ai emmené une bonne partie de ma famille, pas tous, une bonne partie de ma famille de Lyon jusqu'à Paris, ce qui n'est pas toujours évident quand on vit en province depuis fort longtemps. Eh bien, je pense que c'était, certains diraient un alignement de planète, d'autres une main invisible qui vous guide. En tout cas, c'était vraiment pour moi, en arrivant chez Carrefour, pour cette nouvelle opportunité ou changement de vie professionnelle, ça a vraiment été une décision tout à fait libre, tout à fait aussi familiale, c'est-à-dire guidée, partagée, et puis une formidable chance et un gros challenge. Gros challenge parce que la vie claire, c'était 1000 collaborateurs, plus à peu près 2000 chez les franchisés. Carrefour, c'est 400 000 salariés dans le monde. Et moi, je suis à la direction générale du groupe, donc plutôt en relation avec les 400 000 personnes. Donc vous imaginez aisément que je ne leur serre pas la main tous les jours, mais que néanmoins, dans une entreprise qui est très hiérarchique, c'est le premier employeur privé de France, c'est près de 150 000 salariés en France, donc c'est pas rien, c'est 12 000 magasins dans le monde, dont presque 8 000 en France, donc c'est une grosse boîte. Et c'est 85 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est un gros paquebot. Et donc tout mon challenge à moi, c'est
c'est de ne pas perdre mon âme, comme on dit, c'est d'arriver dans cette boîte qui est lourde, grosse, qui a besoin de se transformer, parce que sinon elle mourra. Même un très gros bateau, il peut couler, le Titanic l'a prouvé. Donc ça veut dire qu'il faut être capable, dans un univers où tout change, c'est pas à vous que je vais apprendre le côté tout à fait disruptif des nouveaux modes de consommation, des nouveaux modes d'achat, de Internet, de Amazon, de tout ce qui va avec. Dans une entreprise qui a besoin de se changer, parce qu'elle vendait des produits de masse, et d'un seul coup elle dit je veux vendre des produits qui vont aller vers de l'alimentation, une meilleure alimentation pour tous, dont des produits biologiques en particulier. Et donc moi, tout mon challenge maintenant, c'est en gardant mes valeurs. Je crois à l'agriculture biologique, je crois au fait qu'il faut mieux manger, je crois qu'il faut manger plus sain, je crois qu'il faut que les produits bio soient plus abordables, je crois qu'il faut mieux rémunérer le monde agricole. On a parlé il y a quelques années d'une fracture sociale. Moi, je pense qu'il y a une vraie fracture écologique aujourd'hui et une fracture agricole, en particulier en France, mais pas que. Donc, comment on est capable d'avoir un côté un peu disruptif quand on est chez Carrefour et qu'on a la responsabilité qui est la mienne, c'est-à-dire d'incarner et d'animer l'ensemble de l'ambition bio. On le fait d'abord en posant un constat, là encore, sans complaisance, c'est-à-dire qu'on a une image de marque, pardonnez-moi, un peu de merde. On est un grand distributeur, donc forcément, on écrase le petit producteur, c'est l'image d'Épinal assez classique. On est une très grosse entreprise cotée en bourse, donc on est une boîte du CAC 40, alors qu'on s'adresse à des agriculteurs ou à des transformateurs qui sont bien sûr souvent plus petits que nous. Et donc, et on a souvent un comportement, parce que c'est parfois un peu français, et parfois aussi le cas dans des grosses entreprises type Carrefour, on a souvent un comportement un peu de sachant. Voilà. Nous, on est celui qui passe les commandes, donc les autres, il faut qu'ils s'alignent. Moi, ce que je trouve passionnant dans ce que je vis, et je ne dis pas que je suis en train de transformer l'entreprise, il faut garder beaucoup de modestie, mais ce que je trouve passionnant, c'est d'arriver en ayant d'abord beaucoup d'humilité, parce que Carrefour, ça existait avant moi, et je pense que ça existera après moi, en tout cas je l'espère. Il faut beaucoup d'humilité pour dire aussi ce que je pouvais décider avec mes deux associés à La Vie Claire. Là, il faut que je sois convaincant sur un comité de direction groupe, puis un comité de direction France. Mais comme je suis au niveau du groupe, il faut aussi que j'arrive à convaincre le comité de direction espagnol, italien, belge et brésilien. Au Brésil, on fait 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Tout de suite, ça fait des très gros volumes. Il y a plus de 200 000 salariés au Brésil pour Carrefour. Donc, ça veut dire que quand je dois, moi, et au Brésil, le bio, je ne vais pas dire qu'ils s'en foutent, mais enfin, c'est 1 milliard d'euros le marché du bio, et Carrefour fait 100 millions. Donc, c'est un tout petit marché, alors qu'en France, c'est 1,5 milliard de chiffre d'affaires sur le bio. Donc, on n'a pas du tout les mêmes échelles. Et bien ça, c'est passionnant parce que vous vivez, moi je vis tous les jours, d'abord la constitution d'une équipe, parce que j'ai nommé dans chacun de ces pays un interlocuteur bio directement rattaché au patron de la filiale. J'anime avec lui et avec bien sûr mon équipe au niveau du groupe que j'ai eu la chance de pouvoir constituer. J'anime en fait l'ensemble de la démarche. Donc comment on reste vraiment fidèle à la dénomination des produits bio, à la relation avec le monde agricole, à la construction sur le moyen et sur le long terme. Comment on nourrit aussi cette ambition de transition alimentaire pour tous, c'est-à-dire pas des produits qui soient élitistes et réservés aux plus riches, mais comment on est capable de travailler différemment sur des engagements de long terme pour être capable de baisser les prix auprès des consommateurs. Comment aussi on décide de favoriser la distribution de ces produits dans les magasins. On met des produits bio partout, on les regroupe à un seul endroit, on les met en tête de gondole avec des énormes promos, on fait croire aux consommateurs qu'on peut acheter des produits bio au prix des produits pas bio. Voilà. Donc c'est autant de choix où moi, mon job, c'est un job transversal. C'est-à-dire que je ne suis ni le spécialiste des produits qui fait les achats des produits biologiques et qui négocie ligne à ligne les conditions commerciales d'achat et de revente. Je suis ni le patron des hypermarchés qui décide de m'allouer telle ou telle surface ou telle tablette pour être capable de vendre des produits bio. Ma responsabilité, elle est tout autant sur la marchandise que sur ce qu'on appelle chez Carrefour, sur les formats. C'est-à-dire, mon job, c'est essentiellement un travail de conviction pour dire à chacun de ces interlocuteurs,
et dans tous les pays, et dans toutes les formes de commerce, parce qu'on a une très grosse activité digitale, on fait plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires en digital. Et puis de le dire à des gens qui sont des spécialistes, donc des magasins type Biocop, chez Carrefour ça s'appelle SoBio, et puis nos formats généralistes, donc c'est vraiment pour moi une palette tout à fait large, c'est comment mon job c'est un travail de conviction pour faire que les gens, pas pour faire plaisir à Benoît, parce que ça j'y crois pas, mais clairement pour écouter mieux ce que les consommateurs nous demandent, c'est comment on va être capable d'apporter plus de produits. Garder ses valeurs, emmener les gens, créer une équipe. Moi, j'ai une chance formidable parce que je suis arrivé chez Carrefour, j'ai demandé à travailler, ça va vous faire rigoler, mais j'ai demandé à travailler pendant 3 mois tout seul. Strictement tout seul. Et pendant 3 mois, je suis allé dans tous les pays. Je suis allé dans les magasins à 5 heures du mat pour regarder comment ça se passait. Je suis allé discuter avec les chefs de rayon. Je suis allé juste comprendre quelle était la culture. Parce que alors, chez Carrefour, quand j'étais patron de la Vie Claire, j'ai jamais mis les pieds chez Carrefour. Hein. Je faisais tous mes achats à la Vie Claire. Hein. J'avais jamais mis les pieds dans un Carrefour depuis très très longtemps. Donc j'ai redécouvert ce qu'était la grande distribution. Et donc c'est vraiment en ayant cette démarche-là un peu d'humilité et de compréhension, et aussi de créer des liens. Quoi. Parce qu'après, quand quelqu'un de la direction générale, pardonnez-moi, mais entre le salarié du Carrefour City ou Carrefour Contact du boulevard Saint-Germain et moi, je sais pas, j'ose pas imaginer le nombre de niveaux hiérarchiques qui existent chez Carrefour. Hein, il y en a beaucoup. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que quand on est capable de nouer une relation normale, un échange normal sur... alors pas sur leur vie en tant que telle, mais sur la façon dont ils travaillent, sur les produits, est-ce qu'ils croient au bio, pas au bio, qu'est-ce qu'ils ont comme question de la part des consommateurs, est-ce qu'eux-mêmes ils consomment une fois de temps en temps un produit bio ou pas. Quand vous faites ce type de démarche-là, les gens disent, bah tiens, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi, donc non seulement à moi, mais aussi à ma vie, mais aussi à ce que je mange, et aussi à ce que les consommateurs me disent. Là encore, c'est la même chose que je vous ai dit tout à l'heure en venant vous serrer la main. Enfin, ça va vous paraître extrêmement basique, mais je crois beaucoup à ces choses très basiques qui marchent longtemps. Donc... et ça m'a donné après l'occasion de constituer une équipe. Et moi, je suis super fier des équipes que j'ai toujours emmenées avec moi. J'ai eu la chance, chez Carrefour, il y a plein de gens super formés. Donc, il y a des programmes, ce qu'on appelle des graduates. Donc, des gens qui sortent d'HEC, d'ESSEC, même de Polytechnique, qui viennent passer 2 ans chez Carrefour et à qui on fait faire des métiers très différents. Une fois, ils sont chefs de rayon. Une fois, ils sont dans une start-up dans laquelle Carrefour est actionnaire pendant 6 mois. Puis après, ils reviennent et ils font, je sais pas quoi, du contrôle de gestion. Et puis au bout de 2 ans, on considère qu'ils sont formés et on essaie de les attirer pour qu'ils restent chez Carrefour. Et moi, j'ai la chance. J'ai dans mes équipes deux jeunes femmes, 26 et 28 ans, brillantissimes, et qui ont toute la rigueur qui n'est pas tout à fait la mienne, qui ont toute l'agilité sur tout un tas d'outils techno que j'aime bien, mais dont je suis beaucoup moins familier et beaucoup moins usagé qu'elles, et qui m'apportent leur regard, leur expérience. Et puis j'ai après autour une équipe maintenant qui s'est constituée d'une grosse vingtaine de personnes en direct sur le groupe. Donc l'idée c'est aussi de transmettre, parce que moi je suis déjà un peu vieux, même si je m'amuse beaucoup. Alors j'ai la chance maintenant, c'est aussi une chance... j'ai vendu les titres de la Vie Claire, je travaille maintenant pour le plaisir. Si ça doit s'arrêter demain, j'ai de quoi vivre et donc j'ai pas l'angoisse. C'est la première fois de ma vie, j'ai pas l'angoisse de savoir si je vais avoir assez d'essence pour mettre assez d'argent pour mettre de l'essence dans mon Piaggio, mais sinon, voilà. Donc ça donne aussi une liberté que je n'ai jamais eue. Hein. C'est-à-dire, c'est super. Pendant longtemps, j'étais endetté, c'était mon argent, il fallait que ça marche. Hein. Donc quand on a cette liberté-là, et sans être esclave de l'argent, on l'a dit, ça donne aussi un détachement que je vis. Et alors c'est peut-être aussi parce que j'ai 53 ans et que je suis quand même a priori en train de vivre l'avant-dernière, ou peut-être la dernière, mais j'espère l'avant-dernière grosse phase de ma vie professionnelle. Mais ce que je veux vous dire pour terminer, c'est qu'il faut s'engager aussi dans autre chose. Quand je recrute quelqu'un, alors je pose souvent des questions... en fait, je lis les CV quand j'ai besoin de recruter quelqu'un, et j'en ai recruté, je crois, plusieurs milliers de personnes. Hein. Et je lis toujours les CV. Alors l'histoire du CV anonyme, machin, ça, pour moi c'est bullshit. Hein. Moi j'aime bien voir un visage, j'aime bien lire un CV avant de discuter avec quelqu'un. Et en général, une fois que j'ai dit OK, on reçoit en assistante, je
Je pousse le CV et quand la personne arrive en face de moi, je ne ressors jamais le CV. Jamais. En fait, j'aime bien juste avoir l'échange, de savoir ce que la personne a envie de me dire. Et puis après, aux 2 tiers de l'entretien, je vais effectivement ressortir le CV pour savoir s'il y a un truc que j'aurais pas vu. Bon. Et vraiment, c'est vraiment une méthode où cette prise de confiance, hein, de relation avec les gens me paraît tout à fait importante. Et donc j'ai toujours quelques questions, en particulier pour savoir ce que les gens font en dehors de leurs études ou en dehors du job. Ils aiment le sport, ils ont un engagement, je sais pas quoi, dans les scouts, ils aiment, ils sont fanats de voyage, ils font de la danse classique, ils font, peu importe. Je trouve super intéressant que vous ayez, que les plus jeunes que moi aient une passion. Et je le dis souvent à mes enfants. Alors, j'ai la chance, j'ai une fille et 5 gars, mais je peux vous dire que je les emmerde en disant c'est quoi ta passion et je suis parfois un peu, je les bouscule un peu parce que je trouve qu'il faut, enfin c'est indispensable d'avoir un peu des passions. Et elles peuvent être totalement éclectiques. Hein. Alors on est bien sûr qu'ils sont des fanatiques de jeux vidéo et de machin truc, d'autres de voitures et de motos, peu importe. Ce que je trouve génial, c'est que, et j'aime encore plus quand ça se traduit par un engagement. C'est-à-dire pas simplement je suis spectateur et je consomme, mais je m'engage, c'est-à-dire, j'ai un de mes fils, là, tu parlais de Pierre-Étienne que tu connais, Pierre-Étienne, voilà, il a essayé de faire l'INSA, puis il était tellement absorbé par le jeu qu'il a un peu déconné, il a monté une association de e-sport, de machin truc. Il a un peu planté ses études après, mais en fait, je m'en fous complètement. Après, c'est sa vie, c'est pas la mienne. Et ça l'a pas empêché après de bosser, d'être toujours autant passionné, et puis et de faire d'autres choses. Donc voilà, surtout, je vous ai dit tout à l'heure, soyez intransigeants avec vos valeurs, de montrer de la flamme, quoi. Engagez-vous. Et le boulot, c'est bien, la vie familiale, c'est bien, mais prenez du temps pour faire autre chose. On est riche que des gens qu'on rencontre. Je crois que je vous ai dit que moi, j'avais eu la chance d'avoir dans mon parcours la chance de rencontrer 4-5 personnes qui m'ont vraiment fait grandir, vraiment fait changer. Et il faut garder de la spontanéité du cœur. Après, je ne suis pas un bisounours, hein, faut pas rêver. On ne développe pas des boîtes comme j'ai essayé de les développer, pas tout seul, sans sanctionner, parfois s'engueuler, licencier, sanctionner. Bref, bien sûr qu'il ne faut pas croire que c'est facile et l'intelligence, entre guillemets, n'emporte pas tout. Hein. Il faut la capacité, ce qu'on attend, je vous ai dit tout à l'heure, souvent les collaborateurs ils me disent bon, bah, c'est super Benoît parce que finalement celui-là, il est parti de la boîte, quoi. En fait, on se demandait quand est-ce que tu allais t'en séparer, quoi. Ça m'est arrivé plein de fois, quoi. C'est-à-dire que l'acuité, les uns les autres, même quand vous faites du sport, ou je sais pas quoi, du foot ou du basket, ouais, s'il y a toujours un planqué qui vient jamais chercher la balle ou qui reste à l'attaque et fait jamais de défense, à un moment, ça vous gonfle, quoi. Vous dites, ça suffit, quoi. Ou tu donnes un coup de main pour défendre, ou alors tu attends qu'on te passe la batte pour juste marquer le but, ça va pas le faire, quoi. Voilà, c'est exactement le comportement que souvent les collaborateurs ont, et dans l'entreprise, dans les assos ou partout ailleurs. Donc je pense que voilà, ça fait vraiment partie des choses. Puis après, en fonction de ses propres convictions, bah, on peut aussi trouver des valeurs dans certains groupes. Voilà, moi en dehors de mon engagement professionnel, j'ai eu d'autres engagements professionnels et je me suis beaucoup enrichi de ça, avec des gens qui m'ont appris plein de choses. Je me suis engagé aussi dans une vie chrétienne, parce que c'était là aussi mes valeurs, et celle de mon épouse, donc on a aussi fait ce choix-là. À la Vie Claire ou chez Carrefour, tout le monde le sait. Je ne suis pas en train de faire du prosélytisme excessif à 2 balles, hein, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas payé par le Seigneur, mais en l'occurrence, je trouve que c'est super intéressant de provoquer. Et par exemple, en ce moment, dans le groupe EDC dans lequel on travaille sur vous savez, la dernière encyclique du pape, c'est Laudato Si. Moi, j'avais juste pas du tout envie de le lire quand c'est sorti. Hein. Je me suis dit, les encycliques, je comprends un mot sur 2, et encore quand j'ai vraiment envie. Et en fait, je vous invite, vous lisez juste le premier chapitre. Le premier chapitre, ça doit durer même pas le temps de faire Paris-Lyon en TGV, hein. Même pas. Hein. Enfin, dans une lecture normale, on va dire.
Et franchement, j'étais, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais absolument émerveillé par ces textes, ces trucs, parce que et donc, là encore, sans être dans un excès de trucs, je trouve que je l'ai laissé traîner parce que j'ai toujours cette espèce de sacoche à 2 balles. Hein, donc, je mets toujours plein de trucs, j'enlève tout. Bref, donc il y a toujours enfin, là, pendant quelques semaines, il y a eu ce livre, enfin, cette encyclique qui traînait. Et j'ai plein de collaborateurs, y compris mes collaboratrices proches, là, qui m'ont dit: ah bon, mais tu lis. Et voilà, enfin, donc c'est aussi une façon de créer du lien, et en tout cas un moment d'échange, parce que finalement, quand on fait du bio, quand on travaille pour Carrefour et qu'on veut essayer de donner un certain nombre de valeurs et de partager un certain nombre de choses, bah, c'est bien aussi d'imaginer qu'il y a une fois de temps en temps des gens avec une fonction tout autre et une responsabilité tout autre qui ont réfléchi à ça et qui, eux, ils sont pas là pour faire du business, mais moi oui, et par contre, ça n'empêche pas de chercher à trouver quelques points communs. Il y a forcément cette même merveille de texte dans d'autres religions, et je ne suis pas là en train de dire il n'y a que dans la religion catho ou dans la religion. J'ai des enfants qui ont rejeté la religion de façon complète, donc je veux dire, je suis très habitué à des échanges pas vifs mais animés sur ce sujet-là, en disant bon, tu nous as fait faire du scoutisme, franchement, il y en a qui ont adoré, d'autres qui ont détesté, etc. Donc je sais que la nature de l'engagement, elle peut être très variable, donc c'est surtout pas de présétisme. Voilà, je termine en vous disant que je ne sais pas ce que sera la suite de ma vie professionnelle ou de mes engagements. Par contre, ce que je sais, c'est que je continuerai à jamais transiger avec ce qui me paraît l'essentiel. Que je crois qu'il faut être extrêmement ouvert sur les autres pour être capable de les accueillir et de les entendre, pas simplement de faire. Je suis pas un homme politique, hein, un homme politique qui dit bonjour. Cet après-midi, j'étais avec Arnaud Montebourg, c'était marrant. Tiens, je peux pas. Vous savez, il fait du miel et puis là, il est en train de développer un business pour refaire de la production d'amandes en France. C'est dommage pour lui, mais je peux pas. Chaque fois que je le vois, je vois l'homme politique déclamant Arnaud Montebourg avec sa phrase, sa voix, etc. Donc je dis à un moment, bon, alors tu vas arrêter de le juger parce que naturellement, il m'était pas très sympathique. Mais je trouve que là, je le trouve assez convaincu par son business. Alors peut-être que c'est que du flanc et qu'il n'y croit pas et que c'est un intérêt financier simplement, mais voilà, je trouve qu'il faut quand même. C'est toujours intéressant de prendre le temps d'accueillir quand même les autres, parce que je pense que souvent beaucoup peuvent vous enrichir, nous enrichir, m'enrichir, et ça me paraît tout à fait important. Et néanmoins, bien sûr que il faut, quand on est après chez l'entreprise, ou dirigeant d'une équipe comme moi, on est quand même là pour produire quelque chose, parce que la sanction, c'est est-ce que j'ai réussi à produire ce qu'on m'a demandé ou pas, quoi. Voilà en quelques mots ce que je voulais essayer de partager avec vous. Je ne sais pas du tout si j'étais 10 fois trop bavard ou pas, mais vous me direz. Merci.